Nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale de la francophonie. Cet événement, comme chaque année, est fêté sur les 5 continents, où l'on estime le nombre de locuteurs français à plus de 220 millions. La langue française que nous avons en partage est un trésor commun. Elle porte des idées universelles, ceux de la paix, de la démocratie, des droits de l'homme, de l'égalité, que nous avons en partage, et pour n'en citer que quelques-uns. Le slogan que porte la célébration de la francophonie de cette année, « Le français est une chance », sublime bien les opportunités et les nouveaux horizons qu'ouvre la langue de Molière. Je crois qu'une pensée du grand philosophe danois, Søren Kierkegaard, dépeint on ne peut mieux les opportunités qu'offre la francophonie en disant qu'il n'y a rien de plus embaumant, plus pétillant et plus enivrant que l'infinité des possibilités. Alors nous avons toutes les raisons de célébrer avec fierté et allégresse la francophonie d'aujourd'hui. Mais nous avons également le devoir d'être aussi inspirés, ambitieux et exigeants qu'au premier jour, afin de préparer la francophonie de demain, celle même dont doivent s'approprier dès maintenant les jeunes générations. Je vous remercie beaucoup. C'est un grand plaisir de venir ici et entendre que cette langue. Parce que c'est quoi une langue? C'est quand même comme un manteau qu'on se met et on est dans un autre univers. Et ça vient avec l'histoire, ça vient avec tous les sous-entendus. C'est vraiment comme être dans une grande famille. Ça fait du bien de pouvoir parler le français. À l'époque, il y avait beaucoup de francophones à Copenhague. Enfin, la francophonie, je ne sais pas, je ne crois pas que l'organisation de la francophonie existait à l'époque, mais il y avait beaucoup de francophones et surtout beaucoup de francophiles. Et le jeune Maître Brun, qui, comme tu dis, venait de l'extrême nord, donc qui parlait comme aujourd'hui, un jutlandais très impressionnant pour ceux qui habitaient au Copenhague et plus tard pour ceux qui habitaient Paris. Donc il venait à Copenhague pour faire ses études, mais aussi pour joindre ceux qui voulaient suivre la Révolution française. À cette époque-là, aucun auteur danois ne voyageait autant qu'Andersen. Il effectua pas moins de 30 voyages, le premier en 1831, le dernier en 1873. Parmi ces nombreuses destinations, il y eut aussi la Suisse. C'est au cours de son deuxième voyage à l'étranger en 1833 qu'il visita la Suisse pour la première fois. L'histoire commune de l'Afrique et de la France est indispensable s'il s'agit de l'histoire coloniale ou postcoloniale. Mais au lieu de parler au sujet pourtant très vaste du développement en général, j'ai proposé à nos deux intervenants de parler d'un concept qui surgit souvent quand les médias nous racontent des histoires sur ce qui se passe dans les sociétés africaines. C'est un concept que nous pensons comprendre et qui prétend décrire une condition sociale centrale des sociétés dans lesquelles les programmes de développement doivent agir. Je parle du concept de l'ethnicité, qui est beaucoup plus complexe que nous le pensons souvent ici au Danemark. Mieux connaître sa complexité, c'est mieux connaître la complexité dans laquelle doivent donc naviguer nos programmes de développement. J'ai été invité à vous parler de quelque chose qui, comment dirais-je, pour un ethnologue, pour l'ethnologue que je suis, a un côté presque banal, puisque, au fond, on pourrait dire que l'ethnologie, c'est la science de l'ethnie, puisque le mot, le logos de l'ethnie, l'ethnologie. Et donc cette banalité-là est problématique. Tout à l'heure, on parlait de Malte Brun, qui est à la fois français, danois, jutlandais. Finalement, les identités, qu'on les appelle ethniques ou non, elles sont multiples et elles sont contextuelles. Mais paradoxalement, les gens tendent à l'oublier. Je discutais avec un collègue de l'université de Roskilde, qui est professeur de sciences politiques, et il me demande, voyant que j'étais métisse,
quelle était ma nationalité. J'ai dit, je suis français. Français et quoi? Oui, français et français. Et vous êtes quoi? Vous êtes danois? Oui, je suis danois. Danois et quoi? Non, je suis que danois. Non, mais vous avez bien un groupe ethnique. Mais on n'a pas de groupe ethnique au Danemark. Ah, pourtant, j'ai cru comprendre que quand on est de Fyn, ou quand on est du Jutland, ou quand on est du Nordsjælland, on a une identité particulière et certains la défendent. Non, mais moi, en tout cas, je suis danois. On n'enseigne pas la littérature, on n'enseigne pas Søren Kierkegaard. En philosophie, on en parle. En littérature, non. Mais en philosophie, on en parle beaucoup. Alors donc, voici ma communication. Je dirais que Sogui Laboutansi est un écrivain congolais, comme je l'ai dit, du XXe siècle. Un auteur qui est prolifique, qui a écrit aussi bien des pièces de théâtre, des poèmes que des récits, qui était révolutionnaire avant tout, mais qui n'a jamais abandonné la satire politique. Jamais. Et dans ses dernières œuvres, il parle beaucoup de thèmes comme l'angoisse, le désespoir, l'espoir aussi, l'amour, la vie et la mort. Pour ceux qui connaissent Søren Kierkegaard, ils voient déjà la porte toute ouverte. Et je crois que j'ai travaillé 25 ans, presque jour et nuit, pour apprendre le français, pouvoir écrire en français, parler en français, parce qu'il n'y a que dans cette langue où je pourrais aller aussi loin en matière de pensée. Je leur ai dit, mais il ne faut pas défendre la langue, il faut attaquer. Je veux dire, l'essentiel, c'est que les Français, finalement, à nouveau, se rendent compte à quel point on désire cette langue. La langue française, c'est vraiment une histoire d'amour. Il n'y a pas de plus grande histoire d'amour que ça. Et ce qui est intéressant par rapport à la communication précédente, c'est que pour lui, la langue danoise est beaucoup plus libre et beaucoup moins déterminée que la langue française. On peut se demander si c'est pas chacun qui apporte sa vision de la langue sans que ça repose vraiment sur la langue en elle-même. Mais voilà, pour lui, c'était dans le français que parfois il sentait un peu des barrières, même si il a toujours écrit et l'a aimé. Il trouvait que le danois, ça pouvait toujours dire tout et son contraire, c'était très indéterminé et il adorait ça. Depuis que j'ai eu ce prix des 5 continents, on n'appelle pas les 5 continents pour rien. Je ne croyais pas que ça m'amènerait à vivre autant dans mes valises. Alors, depuis décembre, je me promène beaucoup au Sénégal, ici maintenant, la France, bien sûr, la Roumanie bientôt, la Grèce. Donc, mais pour nous, Québécois, c'est très important, c'est très réconfortant de savoir qu'il existe une francophonie internationale, de savoir que nous partageons, nous qui nous luttons depuis des centaines d'années pour garder notre langue vivante, donc de savoir que nous partageons cette langue-là avec 220 millions de personnes sur 75 pays. C'est très réconfortant et c'est très nourrissant aussi de pouvoir lire dans notre langue tous ces livres qui nous viennent de tous ces pays, de voir notre langue à travers le prisme de toutes ces cultures, de l'avoir voyagé dans différents imaginaires, dans différents continents. Et c'est nourrissant. Nous avons besoin des alternatives multiples de la littérature francophone pour nourrir la nôtre. Donc, ce prix qui vient, le prix des 5 continents qui vient d'être octroyé à mon 4e roman, c'est d'autant réconfortant pour moi, québécoise, et c'est d'autant réconfortant parce que je constate que la littérature francophone se fait au sud, se fait au soleil. Elle se fait en France, en Belgique, en Suisse, en Afrique, dans les Antilles. On sent le soleil, mais on ne sent jamais le nord. Tandis que, il y a aussi la francophonie du nord. Ce roman-là est éminemment nordique.